Bonjour à tous. Donc comme l'a annoncé Benoît, nous allons commencer par Philippe et moi faire un tour d'horizon de l'actualité législative et réglementaire à la fois au niveau national et européen. Et pour ma part, donc, je vais commencer par la partie européenne. Benoît l'a souligné, 2020 est un peu une année charnière. Je dirais même que c'est le début d'un nouveau cycle qui commence à plusieurs égards. D'abord parce que, effectivement, suite aux élections européennes de 2019, nous avons un nouveau Parlement européen depuis juillet dernier, et surtout une nouvelle commission qui est entrée en fonction au mois de décembre. Et c'est donc le moment où les nouvelles priorités législatives européennes sont en train d'être construites. Certaines ont déjà été annoncées, d'autres sont en cours de définition, et parmi elles, la relance de l'Union des marchés de capitaux, sur laquelle je vais souligner quelques points importants. C'est aussi un moment où on rentre dans un nouveau cycle de négociations avec le Royaume-Uni, après la phase d'incertitude en 2019 relative à la ratification de l'accord de retrait. Il s'agit maintenant de construire, de se mettre d'accord sur les contours de la relation future. Enfin, un nouveau cycle législatif va bientôt commencer, dont on ne voit aujourd'hui que les prémices à travers les réflexions sur les révisions de textes existants, la Commission remettant un peu sur le métier un certain nombre d'ouvrages des co-législateurs européens. Donc voilà un petit peu les étapes que je vais suivre dans cette présentation. Alors, tout d'abord, les priorités 2019-2024 pour les services financiers, elles ont fait l'objet déjà de pas mal de prises de position, de conférences, de rapports depuis début 2019 pour essayer de donner, d'influencer quelque part le programme de travail de la nouvelle commission et des co-législateurs. L'AMF y a concouru d'ailleurs. On a publié en juin dernier un premier papier où on présentait ce qui, à nos yeux, devait constituer l'armature du nouveau programme. Je crois que ce qui ressort des échanges qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est un relatif consensus sur l'analyse un peu critique de ce qui a été fait au cours des 5 dernières années et de ce qui reste à faire. Un consensus pour reconnaître certainement qu'en matière d'union des marchés de capitaux, qui était le projet phare de la précédente mandature, les progrès qui ont été faits en 5 ans restent encore insuffisants et qu'il reste encore un écart entre les omissions de départ et les résultats obtenus. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été mis en chantier, qui ont été terminés pendant la mandature précédente, mais on ne voit pas réellement les résultats, ou en tout cas des résultats tangibles, sans en ressortir. Toutefois, le diagnostic qui est fait un peu partout reste concordant. Celui qu'on a fait il y a 5 ans sur le besoin de renforcer les financements de marché pour les entreprises et de développer l'innovation reste d'actualité. Et c'est ce qui amène finalement la Commission, dans ses premières déclarations, à rappeler donc, que l'union des marchés de capitaux et sa relance restent parmi ses priorités, au même titre que certains points, notamment le climat, sur lesquels je vais revenir. On a pu aussi être critique sur le manque d'engagement peut-être de certains États membres pendant la mandature passée. Peut-être être un signe de changement dans l'approche, mais le Conseil européen au mois de décembre a pris une position assez ambitieuse en faveur justement de cette relance de l'Union des marchés de capitaux, en reprenant à son compte un certain nombre d'idées qui émergeaient des travaux de différents experts, comme le mentionnait Benoît, notamment un groupe constitué d'experts nationaux présidé par Fabrice de Marigny, le Next CMU High Level Group. Et donc on constatera que dans les conclusions de décembre 2019, le Conseil a rappelé un certain nombre de thématiques clés, a demandé à la Commission d'explorer en particulier certaines mesures spéciales qui sont listées en annexe de leur déclaration et dont j'ai résumé ici quelques-unes. Et parmi ces dispositions, il y a des choses qui nous tiennent à cœur beaucoup à l'AMF, en particulier la révision du traitement de la recherche-action sous MIF 2, ou encore la promotion de l'épargne salariale et des fonds d'épargne salariale.
La Commission européenne, de son côté, a également réuni son propre groupe d'experts qu'on appelle le High Level Forum. À partir de novembre de l'année dernière, ce groupe d'une trentaine d'experts s'organise en différents sous-groupes. Il y en a 3. Consacrés respectivement à l'écosystème pour la levée de fonds, avec un focus particulier sur les PME et les allègements nécessaires pour les PME, l'architecture des marchés de capitaux pan-européens et la participation des investisseurs de détail au marché. On attend un rapport de ce groupe d'experts pour le mois de mai. Il y a d'ores et déjà un rapport intérimaire qui est sorti il y a quelques jours, qui reste assez stratosphérique. Je crois que la matière essentielle sera surtout dans le rapport de mai. Et la Commission, dans la foulée, devrait adopter un nouveau plan d'action pour la relance de l'Union des marchés de capitaux, quelque part autour du mois de septembre, donc 5 ans après son précédent plan d'action. Et on pense qu'elle devrait s'inspirer largement des conclusions du groupe d'experts. Alors, on entend plus ou moins parler des thèmes sur lesquels les experts discutent, même si rien n'est encore véritablement public. Et il semble quand même d'ores et déjà que le thème de la donnée va être au cœur des recommandations de ce groupe. Les données financières et non financières des émetteurs, notamment. Il est question peut-être de créer une base de données européenne centralisée, calquée plus ou moins sur le modèle de la base de données Edgar aux États-Unis, pour rassembler toute l'information des sociétés cotées en Europe. Il est aussi question énormément de réfléchir à la création d'un système consolidé de publication des données de marché en temps réel, qu'on appelle en anglais la Consolidated Tape, et qui pourrait donc être un des éléments majeurs de la revue de MIF 2. Parmi les autres priorités d'ores et déjà annoncées par la Commission, il y a tout le volet finances durables qui s'insère dans ce qui a été présenté en décembre comme le pacte vert. Alors c'est tout à fait d'actualité parce que vous avez peut-être vu que, pas plus tard qu'hier, le Collège des commissaires a adopté un projet de loi verte qui va inscrire dans le droit de l'Union européenne les grands principes de ce pacte vert annoncé en décembre. Alors ce pacte, il est très ambitieux, il est entièrement dirigé vers un objectif qui est de rendre l'Union européenne neutre en émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Pour cela, il y a toute une batterie d'initiatives, d'actions qui vont être mises en œuvre, certaines ne concernant pas directement la finance, et un effort d'investissement massif qui va impliquer aussi bien l'Union européenne que les États, avec le soutien de la Banque européenne d'investissement. Les montants sont assez colossaux. Et pour ce qui nous concerne, il y avait donc dès décembre dans le pacte vert l'annonce que la Commission allait publier au 3e trimestre un nouveau plan d'action pour la finance verte, 2 ans et demi après le précédent qui date de mars 2018. À ce propos, d'ici quelques jours, la Commission va lancer une consultation publique en préparation de ce nouveau plan d'action, donc soyez aussi vigilants. Mais on sait d'ores et déjà les thèmes, certains des thèmes qui seront dans ce plan d'action. Et on note notamment un axe un peu plus fort sur les émetteurs et la communication des émetteurs. Peut-être un aspect qui n'était pas tellement exploré dans le précédent plan d'action. Alors, il est question notamment d'encourager les entreprises cotées, voire non cotées, à publier davantage d'informations extra-financières pour permettre ensuite aux investisseurs de remplir leurs nouvelles obligations en matière de transparence. Il est question aussi d'inclure le développement durable dans la gouvernance d'entreprise, ce qui sera une grande nouveauté. Et puis également cette thématique de l'intégration des risques climatiques et environnementaux dans le cadre prudentiel, notamment des banques, à travers ce fameux Green Supporting Factor dont on parle beaucoup depuis quelques temps. Donc voilà pour vraiment dans les grandes masses, les priorités telles qu'elles commencent à se dessiner. Du côté des négociations avec le Royaume-Uni, donc depuis le 1er février de cette année, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Toutefois, il est encore pour 11 mois dans le marché unique. C'est donc la phase de transition.
n'étant plus, alors bien qu'il ne soit plus un État membre à part entière et donc n'a plus voix au chapitre dans les instances décisionnaires politiques de l'Union européenne, le droit européen continue à s'appliquer pleinement au Royaume-Uni et à ses acteurs, de sorte que les passeports fonctionnent, que les agréments sont reconnus de part et d'autre, mais donc pour une durée qui correspond à cette phase tampon, qui a pour objet vraiment de permettre à l'Union européenne et au Royaume-Uni de se mettre d'accord à travers un traité de libre-échange sur leur partenariat futur, en s'inspirant des grands principes qui ont été énoncés dans la déclaration politique pour la relation future, qui est un document qui a été conclu en parallèle de l'accord de retrait, qui n'en fait pas partie, qui n'est pas liant, mais qui donne un certain nombre de caps. Je rappellerai que cette phase de transition, en théorie, enfin en tout cas l'accord de retrait prévoit la possibilité de l'étendre d'1 ou 2 ans, au plus tard le 1er juillet 2020. Néanmoins, vous le savez peut-être, les Britanniques ont inscrit dans leur loi nationale une clause qui leur interdit de demander cette extension. Ce qui va certainement poser des questions de faisabilité pour développer un accord de libre-échange aussi ambitieux qu'on le souhaiterait dans le délai imparti. Je souhaite aussi souligner le fait que on est, depuis donc janvier, on est sorti finalement de cette longue phase d'incertitude où on ne savait pas si l'accord de retrait serait validé, et ce qui nous avait amené pendant à peu près 1 an à travailler énormément sur des mesures de contingence en cas de sortie sans accord de retrait du Royaume-Uni. Alors, l'ensemble de ces mesures de contingence, aujourd'hui, elles sont devenues sans objet. Je pense en particulier à toutes les décisions d'équivalence prises pour le cadre des chambres de compensation ou des dépositaires centraux de titres. Je pense aussi à l'ordonnance Brexit de l'année dernière, qui avait été prise au niveau national. Donc tout cela, ça n'a plus vraiment de pertinence aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Néanmoins, je voudrais préciser que l'annonce qui avait été faite par l'ESMA en février de l'année dernière sur la conclusion d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre les autorités de l'Union à 27 et la FCA, cet accord qui avait été présenté comme très lié à la possibilité d'un no deal, cet accord il pourra resservir. Il va très certainement être utilisé, même dans le contexte très différent qui résulte de la sortie ordonnée du Royaume-Uni. Et donc je le souligne parce que dans la mesure où il n'y a pas véritablement de question d'équivalence dans les textes en matière de gestion collective, il y a quand même un enjeu important lié à la délégation. Et pour que cette délégation, le cas échéant vers le Royaume-Uni, soit faisable, il faut un accord de coopération. Donc cet accord de coopération, si vous voulez, on l'a, et c'est important de le garder en tête, et je tenais à le préciser. Donc cette année, pendant les 11 mois, comme je l'ai dit, tous les efforts vont être concentrés sur la négociation d'un accord de libre-échange. Elle a commencé cette semaine, je crois, dès mardi. Il y a des précédents, il y a l'accord de libre-échange avec le Canada, avec le Japon, qui contenait un chapitre sur les services financiers. Néanmoins, il faut bien garder en tête que ce chapitre, si on se base sur les précédents, ne fait rien d'autre que de rappeler des grands principes, des standards qui sont hérités en fait des accords du GATS en 1994 et qui en aucun cas ne confèrent ou ne conféreraient, s'ils étaient inclus dans l'accord avec la Grande-Bretagne, une liberté d'établissement, une liberté de prestation de services aussi large que celle qui résulte de l'application du passeport au sein de l'Union européenne. Et donc, pour le domaine des services financiers, tout va se jouer non pas dans l'accord de libre-échange, mais plutôt dans les cadres qui sont prévus dans chaque texte, un par un, en matière de régime pays tiers, et en particulier là où les textes prévoient des régimes d'équivalence. Et donc la Commission l'a déjà clairement affirmé au début du mois de février. Je vous ai cité l'extrait qui me semble le plus révélateur de la ligne politique de la Commission, et qui dit tout sera fait via l'équivalence, c'est-à-dire uniquement là où l'équivalence est prévue dans les textes. Vous savez sans doute que, par exemple, il n'y a pas d'équivalence dans la directive OPCVM. Dans la directive AIFM, il y a un régime pays tiers, mais qui n'est pas basé sur l'équivalence. Donc, dans ces domaines-là ne devraient pas être couverts par les travaux qui commencent en ce moment. Ces travaux, quels sont-ils ? Il s'agit d'un engagement réciproque de chaque partie d'entamer l'analyse de l'équivalence du cadre de la partie
adverse, d'en face, d'ici le mois de juin. Alors je tiens à préciser ici que lorsqu'on dit analyse d'équivalence, on ne veut pas dire décision d'équivalence. Il y a vraiment deux phases successives. L'analyse d'équivalence, c'est le travail vraiment technique, où l'on regarde dans quelle mesure le cadre du bloc d'en face assure des résultats réglementaires et de supervision qui sont à peu près en ligne et qui fournissent les mêmes résultats. La décision elle-même, ce sera une décision politique, elle viendra après, ensuite, et en tout cas, s'agissant de la Commission, il s'agit d'une prérogative propre à la Commission qu'elle prend de manière unilatérale. Également, c'est une décision qui est sujette à retrait, ce qui pose question, en tout cas, du côté britannique, comme vous avez peut-être entendu à travers les différentes positions énoncées jusqu'ici. Donc, on peut, à ce stade, souligner qu'il y a peut-être déjà quelques obstacles qui semblent apparaître dans le cadre de cette négociation pour l'accord de libre-échange. Comme je l'ai dit, le Royaume-Uni ne veut pas d'une extension de la période de transition. Le Royaume-Uni tient particulièrement à conserver son autonomie réglementaire en matière notamment de services financiers et en matière de politique commerciale. Ils ne veulent pas être soumis à la compétence de la Cour européenne de justice. Et en même temps, ils réclament un accord similaire de celui conclu avec le Canada. Face à cela, l'Union européenne a indiqué que pour qu'un partenariat étroit puisse être conclu avec le Royaume-Uni, il faut, compte tenu de la proximité des deux blocs et de l'interconnexion qui existe d'ores et déjà, il faut un minimum d'engagement britannique pour garantir un level playing field et donc une sorte d'alignement plus ou moins dynamique des règles britanniques dans un certain nombre de domaines et notamment s'il devait y avoir équivalence dans les services financiers dans le domaine financier. Donc on verra ce que ça donnera. Les contraintes de temps sont fortes. Il est possible qu'on aboutisse à un accord finalement limité à certains domaines prioritaires seulement et peut-être moins ambitieux que ce qui était prévu au terme de la déclaration politique il y a 2 ans. Alors, à présent, je vais jeter un regard un peu rétrospectif sur certains des textes qui ont été adoptés très récemment, et en particulier 3 textes de niveau 1 qui ont tous pour point commun d'être reliés entre eux par le fil rouge de la finance durable et qui étaient annoncés dès mars 2018 dans le plan d'action de la Commission pour la finance durable. Donc je vous ai rappelé ici les 10 actions présentées comme des priorités par la Commission en mars 2018. 3 d'entre elles concernaient des initiatives législatives de niveau 1. Une autre, dont je vais dire quelques mots à la toute fin, concernait du niveau 2, mais peut vous impacter fortement dans votre quotidien, et c'est pour ça que j'ai prévu de vous redonner quelques éléments de calendrier. Alors ce qu'on peut dire, c'est que à la fois la Commission et les co-législateurs ont été extrêmement diligents en fait, dans l'exécution de ce plan d'action, très efficace. On se retrouve presque 2 ans après, un peu plus de 2 ans après le plan, 2 ans après le plan d'action, avec les 3 initiatives de niveau 1 qui sont négociées et quasiment toutes publiées au journal officiel. Donc c'est assez remarquable. Donc les 3 textes, enfin les 2 textes qui sont d'ores et déjà publiés au journal officiel, c'est celui sur la transparence ESG des acteurs financiers, notamment des gérants, et également le règlement qui amende le règlement indice et crée de nouveaux indices durables. Le 3e règlement, qui est celui par lequel je vais commencer, est le règlement sur la taxonomie, qui a trouvé un accord politique en trilogue au mois de décembre et qui devrait faire l'objet d'une publication dans les semaines à venir. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce règlement taxonomie ? C'est un outil de classification qui va aider les investisseurs et les émetteurs à prendre des décisions d'investissement sur des activités qui seront jugées durables sur le plan environnemental. Le but ici, c'est de définir les critères qui permettent de déterminer si une activité économique est durable d'un point de vue environnemental, et une fois qu'on aura clarifié cela, qu'on se sera mis d'accord un peu sur un lexique, il sera ensuite facile de déterminer quels sont les investissements durables d'un point de vue environnemental, puisqu'en somme, il s'agira d'investissements qui viendront financer une activité durable au sens de la taxonomie. Le règlement, en gros, il vous dit que pour qu'une activité économique soit considérée comme durable, elle doit remplir 4 critères. Le premier, c'est de contribuer substantiellement à au moins un parmi 6 objectifs
environnementaux, qui sont rappelés dans la partie haute de ce slide, à savoir l'atténuation du risque climatique, l'adaptation au changement climatique, la protection des ressources marines et l'usage durable de l'eau, la transition vers une économie circulaire, la prévention de la pollution et la protection des écosystèmes et de la biodiversité. Dans le même temps, une activité économique, pour être durable, ne doit pas porter de préjudice significatif à aucun de ces 6 objectifs environnementaux. Ça, c'est le concept en anglais « do no significant harm », et vous le retrouvez vraiment réutilisé un peu dans tous les textes. Il sera un peu précisé dans du niveau 2 prochainement, et il s'appuiera sur des réglementations environnementales européennes. En plus de ça, l'activité doit être exercée dans le respect de garanties minimales sociales issues de la réglementation, des conventions de l'Organisation internationale du travail. Et enfin, l'activité doit être conforme à des critères d'examen technique, Technical Screening Criteria, qui seront en fait des seuils quantitatifs que l'activité devra remplir. De sorte qu'au final, on va se retrouver avec une liste d'à peu près 70 activités économiques, chacune assortie de seuils en deçà ou au-dessus duquel on devra se trouver en fonction des circonstances. Les seuils vont être développés par un groupe d'experts. Aujourd'hui, ça s'appelle le TEG. Demain, ça s'appellera la plateforme pour la finance durable. Donc, il va proposer un avis technique à la Commission qui ensuite l'endossera ou pas via des actes délégués. Et ce, dans un timing qui est quand même assez rythmé, c'est-à-dire que pour les 2 premiers objectifs environnementaux, donc atténuation et adaptation au changement climatique, tout cela devrait être entré en application d'ici le 31 décembre 2021, et pour les 4 autres, un an plus tard. Je voulais aussi préciser que cette liste d'activités et critères, ce sera une chose dynamique dans le temps, et que la Commission a clairement indiqué qu'elle allait revoir régulièrement les seuils, le cas échéant, pour les rendre peut-être plus exigeants au fur et à mesure. Gardez aussi en tête que, contre toute attente, le règlement taxonomie contient quelques dispositions, quelques obligations en matière de transparence, qui ont été rajoutées un petit peu en toute fin de processus de négociation. Il y a des obligations de transparence qui pèsent sur les émetteurs, en tout cas sur une catégorie particulière d'émetteurs que sont les émetteurs soumis à la déclaration de performance extra-financière, donc en fait les gros émetteurs de plus de 500 salariés, qui vont devoir publier le pourcentage de leur chiffre d'affaires réalisé issu d'activités qui sont donc durables d'un point de vue environnemental. Ils devront également publier la part de leurs investissements et de leurs dépenses opérationnelles liées à des activités qui remplissent la taxonomie. Les obligations de transparence également existent du côté des produits. Pour faire très simple, on va demander à tous les produits qui se déclarent ou qui se promeuvent comme ESG, d'indiquer ou de révéler la proportion des investissements sous-jacents qui financent des activités durables au sens de la taxonomie. Donc, quelle sera la part des sous-jacents compatibles avec la taxonomie. Il y aura également des avertissements qui devront être insérés, par exemple dans les produits non verts, les produits mainstream, pour informer l'investisseur sur le fait que de tels produits ne sont pas basés sur la taxonomie et n'en font pas usage. Enfin, gardons en tête aussi que le règlement taxonomie impose à l'Union européenne et aux États membres à l'avenir d'utiliser la taxonomie dans tous les standards, dans toutes les règles qu'ils pourraient ensuite adopter et imposer à des produits commercialisés comme durables. Ça impliquera par exemple que les réflexions en cours sur l'écolabel européen devront tenir compte de la taxonomie et être basées sur cette classification. Alors, deuxième texte qui a trouvé sa conclusion heureuse l'année dernière et qui est publié au journal officiel, on parle toujours de transparence, la transparence ESG désormais pour les acteurs financiers. Alors, ce règlement, il est d'inspiration française. Il est parti, son point de départ, en fait, c'est l'article 173 de la loi de transition énergétique de 2015, donc qui demandait en fait à un certain nombre d'acteurs, notamment les gérants d'actifs, de publier des informations sur l'intégration des risques en matière de durabilité dans leur processus de décision d'information. De décision d'investissement, pardon. Donc ça, on le retrouve dans le règlement ESG, mais au cours des négociations, ce texte
texte s'est considérablement enrichi, ne serait-ce qu'en matière de champ d'application. Il va s'appliquer à un grand nombre d'acteurs, en gros tous les acteurs qui ont pour charge d'investir de l'argent pour le compte de clients, donc qui ont une responsabilité fiduciaire. On parle des gérants, des fournisseurs de produits de retraite, des entreprises d'investissement, des établissements de crédit impliqués dans la gestion discrétionnaire de portefeuille, et également tous les conseillers financiers, les conseillers et les distributeurs d'assurance. Le champ des produits est également défini, il est assez vaste également. Cela inclut tous les fonds OPCVM et FIA, des produits d'investissement assurantiel, par exemple contrats en unité de compte, les mandats de gestion discrétionnaire, les produits de retraite. Et enfin, le règlement va créer des règles de disclosure, de transparence, à travers différents canaux de communication, les sites internet, l'information précontractuelle, les rapports périodiques. Donc c'est vraiment multiforme. Ce règlement est aussi important parce qu'il introduit des définitions sur lesquelles d'autres textes vont s'appuyer, notamment qu'est-ce que c'est qu'un investissement durable, qu'est-ce que c'est que le risque en matière de durabilité, les facteurs de durabilité, et un concept qui est nouveau, qui s'appelle en français les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les incidences des décisions d'investissement ou du conseil en investissement. Sur le graphique, là, vous avez les deux petites flèches qui vont dans les deux sens, qui essaient de résumer ça. Pour ceux d'entre vous qui êtes familiers de l'information extra-financière des émetteurs, ça correspond un petit peu à ce concept de double matérialité dans lequel on parle dans la directive extra-financière, c'est-à-dire qu'on cherche non seulement à regarder dans quelle mesure les risques environnementaux ou les risques sociaux peuvent impacter un produit en affectant sa rentabilité, mais on cherche également dans l'autre sens à regarder dans quelle mesure les choix d'investissement d'une entité, à travers ce qui va être mis en portefeuille d'un produit, vont avoir un impact sur l'environnement et sur la société. Et donc la nouveauté, je dirais, par rapport à la loi française et à l'article 173, c'est qu'en plus de demander aux acteurs d'être transparents sur les risques en matière de durabilité et comment ils intègrent ça dans leur conseil en investissement et leurs décisions d'investissement, on va aussi leur demander de révéler, sur la base d'un comply or explain, de faire une déclaration sur la façon dont ils tiennent compte des impacts négatifs possibles sur l'environnement et la société de leurs activités d'investissement, à travers donc ce qu'on appelle une déclaration de due diligence en matière d'impact, d'incidence négative. Donc ça correspond aux deux grands volets de la transparence qui sera requise de la part des acteurs. On a en parallèle également des obligations de transparence au niveau des produits. Alors, soyons clairs, on ne crée pas de nouveaux produits ici, mais on crée deux catégories dans lesquelles on va demander aux produits qui se commercialisent comme durables de se positionner. Il y a une catégorie de produits qui seront tous les produits qui ont un objectif d'investissement durable, avec ou sans indice de référence, y compris ceux qui auront un objectif, le cas échéant, de réduction des émissions de carbone. On les qualifie un peu de dark green. Donc c'est un groupe, je dirais, assez restreint. Et à côté de cela, vous aurez une catégorie plus attrape-tout, je dirais, où on demandera à tous les produits qui simplement font de la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales de se positionner en quelque sorte. Et pour chacune de ces deux catégories, il y aura des obligations de transparence adaptées, préciser les caractéristiques environnementales ou sociales promues, décrire les objectifs, indiquer dans quelle mesure l'indice de référence, le cas échéant, est cohérent ou aligné avec les caractéristiques ou les objectifs qui sont poursuivis. Et ce, à nouveau, dans les trois strates d'information, ex-ante, ex-post et site internet. Le but de tout ça, c'est d'éviter le greenwashing, c'est de permettre aux investisseurs de se rendre compte, d'apprécier la matérialité de la promesse ESG qui est faite par un produit et le degré liant crédible, en fait, de cette promesse ESG. Alors je termine par le troisième texte qui est désormais au journal officiel et qui concerne les indices bas carbone. Deux aspects dans ce règlement. D'abord des obligations de transparence qui concernent
tous les indices, quels qu'ils soient, sauf les indices de taux et les indices de change. D'ici quelques semaines, donc à partir du 30 avril de cette année, tous les administrateurs d'indices vont être tenus d'insérer dans la méthodologie de leurs indices et dans ce qu'on appelle la déclaration de l'indice de référence, le benchmark statement en anglais, des explications sur la manière dont l'indice prend en compte les facteurs ESG. Vous aurez également d'autres obligations pour les administrateurs un peu décalées dans le temps, notamment d'ici à la fin de l'année prochaine, l'obligation d'expliquer la manière dont la méthodologie de l'indice est alignée sur l'objectif de réduction des émissions carbone et permet de réaliser les objectifs de l'accord de Paris. Donc ça, c'est les dispositions communes à tout ou presque tous les indices. Puis à côté de ça, la Commission a voulu, dans sa proposition initiale, combler un vide, en quelque sorte. Elle constatait que un large éventail d'indices bas carbone commençait à apparaître sur le marché ces dernières années, avec des degrés d'ambition diverses, des méthodologies qui étaient potentiellement divergentes d'un indice à l'autre. Et donc pour éviter la confusion chez les utilisateurs et éviter aussi le greenwashing, elle a jugé utile de poser en fait des exigences minimales européennes harmonisées pour deux types d'indices qui sont désormais intitulés l'indice de transition climatique et l'indice accord de Paris. Donc l'indice de transition climatique, pour faire très simple, il devra consister en il devra être basé sur des actifs sous-jacents sélectionnés pour composer un portefeuille qui suivra une trajectoire de décarbonation. Et on va demander à tous les administrateurs d'indices significatifs de faire leurs meilleurs efforts d'ici le 1er janvier 2022 pour commercialiser au moins un indice transition climatique. Et les indices, la deuxième catégorie d'indices un peu plus ambitieux, ce seront ceux qui permettront d'aligner les portefeuilles d'investissement sur l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels l'augmentation des températures. Voilà. Actuellement, sur ce règlement, la Commission travaille sur les actes délégués qui vont déterminer notamment quels sont les critères de réduction d'émissions par rapport à l'univers d'investissement initial, quels sont les éventuels ratios d'actifs verts minimum ou le degré minimal d'autodécarbonation que devront remplir chacun de ces deux catégories d'indices. Et donc pour terminer, quelques mots sur une annonce qui avait été faite il y a 2 ans par la Commission qui souhaitait amender les actes délégués de 4 textes très important, donc de MIF 2, de la directive distribution d'assurance, Solvabilité 2, OPCVM et AIFM, dans le but d'y intégrer plus explicitement la prise en compte des risques ESG dans les processus de décision, dans la gestion des risques, mais également l'intégration des considérations et des préférences ESG dans le conseil en investissement et la gestion de portefeuille. On vous en avait parlé l'année dernière, et l'année dernière, on était à quelques semaines de la délivrance des avis techniques par l'EIOPA et par l'ESMA. Donc ils ont bien été délivrés. Simplement, la Commission a levé le stylo parce qu'elle a considéré que pour amender le niveau 2, elle avait besoin que des définitions soient stabilisées, notamment les définitions des facteurs de durabilité et des risques de durabilité. Donc c'est chose faite avec le règlement transparence ESG depuis la fin de l'année dernière, de sorte que vous pouvez vous attendre à l'adoption vraiment très prochaine des actes délégués de tous ces textes. Donc, ils devraient être publiés prochainement. Et alors, il y aura encore un délai supplémentaire qui correspond au délai de non-objection du Parlement et du Conseil. Mais voilà, on devrait sortir de cette phase un petit peu d'attente qui a quand même duré assez longtemps en la matière. Voilà, je fais ici une pause bienvenue pour passer la parole à Philippe. Merci Frédéric, bonjour à tous. Alors, je vais maintenant ouvrir une parenthèse dans cette riche actualité réglementaire internationale pour évoquer des réflexions que nous menons actuellement au sein de l'AMF sur cette thématique de la finance durable et en particulier dans le secteur de la gestion d'actifs. Alors, ces réflexions, elles s'inscrivent dans le contexte que vous connaissez tous, que vous avez sans doute également constaté, donc de développement rapide de l'offre de produits d'investissement qui prennent en compte les critères extra-financiers dans leur gestion. Cette évolution rapide, nous la constatons depuis environ 1 an maintenant au sein de nos équipes d'agrément où nous sommes fortement sollicités. Vous la constatez sans doute également de votre côté. On peut penser comme exemple notable les annonces ambitieuses qui ont été effectuées par un certain nombre de grandes sociétés de gestion de la place.
et le fait que, vous le constatez sans doute à titre personnel, le discours commercial s'adresse de plus en plus, et c'est une nouveauté, à des clients particuliers. Si cette évolution vers davantage de prise en compte de l'extra-financier dans la gestion d'actifs nous semble extrêmement positive, il nous semble par ailleurs qu'elle ne va pas sans soulever de nouvelles problématiques et enjeux en termes de prévention des risques de greenwashing ou peut-être devrais-je dire dorénavant de ESG washing pour être un peu plus englobant. Ces risques nous semblent particulièrement importants à surveiller dans la mesure où la réglementation reste pour l'instant relativement principielle. Et il nous a semblé, au cours des différents dossiers que nous avons eu à traiter, qu'il était important d'essayer d'apporter un certain nombre d'éléments de clarification. Donc ces sujets, ces problématiques sont complexes, elles sont variées, mais il nous a semblé que sur certains points, nous étions en mesure de proposer une doctrine qui puisse clarifier un certain nombre d'attentes de notre part. Nous avons concentré nos efforts sur une problématique particulière que nous avons rencontrée fréquemment, qui concernait des sociétés de gestion qui venaient nous voir en souhaitant avoir un discours commercial qui mette en avant la prise en compte de cette dimension extra-financière de façon très importante, en la présentant vraiment comme un élément central de la communication aux clients, alors même qu'il nous semblait que la prise en compte effective de cette dimension extra-financière dans la gestion du produit était limitée. Donc pour le dire de façon, on va dire, un peu simpliste, un discours ambitieux et une prise en compte assez limitée. Alors pour illustrer un peu cette problématique, je vais donner quelques exemples. Donc au niveau de la communication marquée, évidemment, ça pouvait passer par le choix du nom des fonds, donc le fait de retenir des termes extra-financiers dans la dénomination des fonds. Ça pouvait passer par des développements relativement conséquents dans le DC, donc dans le document d'information synthétique, ou alors par des développements, on va dire, peu brefs ou peu concis au sein de la documentation commerciale. Donc en miroir de ces velléités de communication significatives, nous avons été confrontés à des cas où, pour donner quelques exemples, la prise en compte était limitée, par exemple parce qu'elle se limitait à des exclusions sectorielles qui étaient relativement peu mordantes sur l'univers d'investissement. On a également eu des cas de prise en compte de l'extra-financier à travers, on va appeler ça de l'intégration ESG non contraignante, donc la mise à disposition des gérants d'analyses extra-financières sans qu'il n'y ait de garantie a priori sur le fait que cette information soit bien utilisée dans la gestion, ou alors encore par la mise en place de critères quantitatifs qui contraignaient pour le coup bien le gérant à prendre en compte une dimension extra-financière, mais sans introduire de seuil de significativité ou de matérialité. Donc on était certain que ces éléments étaient pris en compte, mais on n'avait aucune garantie sur le fait qu'elles étaient prises en compte de façon significative. Donc ces cas de figure et ces différentes problématiques nous ont conduit à travailler sur un projet de doctrine, donc qui n'est pas encore publié, mais que nous espérons pouvoir publier très prochainement, et donc qui rappellerait vraiment ce qui nous semble essentiel, à savoir la nécessité d'avoir un équilibre, une bonne proportion entre l'effectivité de la prise en compte de la dimension extra-financière dans la gestion et la place qui est réservée à cette dimension dans la communication client, et le fait que cet équilibre, cette juste proportion, elle nous semble devoir être mesurée à l'aune des engagements fermes, a priori, qui sont pris dans le prospectus et au regard du caractère significatif des engagements qui sont pris dans le processus de gestion et dans la gestion en général. Nous allons proposer par ailleurs, pour essayer de quantifier dans un nombre limité de cas, le caractère significatif des standards minimums qui permettront d'apporter de la clarté, de la prévisibilité sur cette notion de significativité. Donc, ces sujets sont importants. J'attire vraiment votre attention, notamment sur votre rôle en tant que responsable conformité. On est conscient que cette matière est mouvante et complexe. Pour autant, c'est précisément quand on constate un développement rapide du discours commercial dans un cadre qui n'est pas encore complètement figé que les risques sont les plus importants. Et donc, on pense que vous avez un vrai rôle à jouer. Et que ce soit dans le cadre de la doctrine qui sera amenée à être publiée prochainement ou plus généralement sur ces thématiques de finances durables. Alors, retour au niveau européen pour quelques minutes, pour commenter en fait ce qui caractérise vraiment cette année, c'est-à-dire la concomitance d'un certain nombre de revues de textes phares dans le domaine des services financiers. Alors c'est pas tout à fait surprenant parce que
autant une commission sortante a peu d'entrain, peu d'appétit pour remettre sur le métier des textes, autant en début de mandature, c'est le moment propice pour le faire. Par ailleurs, il y a des clauses de revue dans les textes, certaines d'ailleurs qui demandaient le début de revue déjà depuis quelques temps, des retards d'ailleurs avaient été enregistrés parce qu'à cause du Brexit, les travaux ont été monopolisés par les mesures de contingence. C'est le cas par exemple pour MIF, pour lequel des rapports étaient prévus à échéance 2019 et ont été en fait reportés d'un an. Malgré tout, il y a une forte pression émanant de différentes parties pour faire de ces revues une nécessité même absolue. On notera par exemple l'initiative des Allemands, du ministère des Finances allemand, qui a publié à l'automne des propositions de modification de MIF et de PRIPS. Il y a des voix concordantes pour dire qu'un certain nombre de textes manquent de proportionnalité, qu'il y a un besoin de simplification, et puis des paramètres qui doivent être modifiés compte tenu du Brexit et de la sortie du Royaume-Uni. Alors, sans m'éterniser, je vais juste vous rappeler quelques dates et quelques thèmes clés pour les principaux textes qui sont soumis à revue à partir de cette année. Le premier évidemment, c'est MIF 2, MIFIR. Une date, le 20 avril, c'est la date de clôture de la consultation publique de la Commission européenne, consultation qui s'est ouverte il y a quelques jours et qui aborde aussi bien les sujets de protection des investisseurs que les sujets relatifs à la structure de marché, en distinguant d'ailleurs certains sujets qu'elle considère comme prioritaires et d'autres qu'elle juge non prioritaires. Pour autant, elle demande l'avis des participants en vue de réflexion à plus long terme. Cette consultation, elle est d'ailleurs elle a lieu en parallèle d'autres consultations qui sont menées par l'ESMA. Et je vous invite aussi à lire parce que ce sont des rapports, pour le coup, qui font aussi le bilan de l'application concrète de MIF. Et on y trouve des chiffres, on y trouve des constats qui sont particulièrement instructifs. Par exemple, sur les aspects de transparence pré- et post-négociation, on constate en réalité que les ambitions de MIF 2 n'ont pas véritablement été atteints, puisqu'en pour vous citer un exemple, 60% des volumes sur les actions ne sont pas soumis à transparence et un constat similaire est fait sur la transparence sur les instruments non liquides. Alors, la Commission pose un certain nombre de questions. Est-ce que MIF 2 a amélioré la transparence pré- et post-négociation ? Est-ce que MIF 2 a proprement calibré les obligations auxquelles sont soumises les plateformes et les entreprises d'investissement ? Est-ce que MIF 2 empêche certains investisseurs d'avoir accès à la palette la plus large de produits ? Et d'ores et déjà, on sent apparaître certaines dispositions qui vont faire l'objet d'une exploration plus en détail par la Commission. J'avais cité au tout début de la présentation la mise en place du système de publication consolidée des données de marché, donc la CTP, la recalibration de certaines dispositions de protection des investisseurs, par exemple l'introduction d'un opt-out pour les obligations de disclosure des coûts et charges pour les clients professionnels et les contreparties éligibles, éventuellement peut-être cette réflexion autour de la création d'une catégorie de clients intermédiaires entre les clients de détail et les clients professionnels. Et puis enfin, le recalibrage peut-être, le réexamen des règles de financement de la recherche, qui est un sujet, comme vous le savez, qui nous importe beaucoup. On a été quelque part satisfait de voir que parmi les différentes options qui figurent dans la consultation publique de la Commission, certaines sont des positions qu'on a nous-mêmes endossées à la fin du mois de janvier, à la suite du rapport Giamy et Linamer, notamment celle qui consiste à prévoir l'introduction d'une forme de proportionnalité en vue, à destination de la recherche indépendante ou de la recherche à destination des PME. Très brièvement, je ne vais pas rentrer dans le détail de la revue du règlement benchmark. La consultation a eu lieu à l'automne, elle est close depuis décembre. Mais juste un mot pour vous rappeler et attirer votre attention sur un communiqué qu'on a publié le 10 décembre dernier pour inviter tous les utilisateurs des indices européens critiques
que sont l'EONIA et l'Euribor à se préparer d'ores et déjà aux modifications qui vont intervenir d'ici peu, notamment le remplacement de l'EONIA par l'Ester à horizon janvier 2022 et le changement de méthodologie de l'Euribor. On n'est pas en première ligne dans ce domaine parce que nous ne sommes pas l'autorité compétente pour l'administrateur de ces indices. Néanmoins, on avait un rôle à jouer en matière de sensibilisation, ce qu'on a essayé de faire donc, en décembre. On a un autre chantier qui est très important pour nous, qui concerne la révision de la directive sur l'information extra-financière. Là aussi, une consultation publique de la Commission est ouverte jusqu'au 14 mai. C'est vraiment le chaînon manquant en matière de finances durables. On pourrait presque dire que la Commission avait mis un peu la charrue avant les bœufs. Maintenant, elle rétablit l'équilibre pour que les obligations qui vont être imposées aux investisseurs fonctionnent. Il faut aussi s'assurer que les sociétés cotées ou les sociétés au sens large mettent à disposition des données fiables, des données complètes et surtout des données comparables. Et donc, c'est l'objet de cette consultation. Je vous recommande de la lire. Je l'ai trouvée particulièrement pédagogique. Elle est limpide, on comprend en une vingtaine de pages ce que prévoit aujourd'hui la directive extra-financière et les pistes pour améliorer son efficacité. On a également la perspective de la revue de la directive AIFM qui pourrait se manifester, qui va se matérialiser à très court terme. Là, vous devez être vigilant sur la publication d'un rapport par la Commission normalement dans les toutes prochaines semaines, ça ne devrait pas tarder. C'est un rapport qui va faire le bilan d'un rapport de KPMG qui a été commandité il y a un peu plus d'un an, mais également de différentes demandes de modifications, d'amendements qui émanent notamment des régulateurs prudentiels et par exemple de l'ESRB qui a par exemple le mois dernier envoyé une lettre publique à la Commission pour pointer les manquements ou les défauts du reporting AIFM. Donc ça devrait être suivi, ce rapport, d'une consultation publique d'ici dans un trimestre ou deux et potentiellement de propositions législatives au début de l'année 2021. Bon, les thématiques, je les ai rappelées ici, les outils de stabilité financière, très certainement le reporting aux régulateurs et peut-être aussi le régime dépositaire. Et je termine simplement par PRIPS, qui là, pour le coup, n'est pas une révision de niveau 1, et quelque part on le regrette, mais la Commission à ce stade ne souhaite pas réouvrir le règlement de niveau 1. On s'en tient aujourd'hui à essayer de corriger les défauts et les biais, notamment procycliques, qui sont un petit peu dans la construction même des méthodologies dont se sert, qui sont applicables pour la constitution d'un kit PRIPS. Ça fait 1 an et demi que le comité conjoint des autorités européennes de supervision planche. Il y a eu 2 consultations publiques. La dernière est close depuis janvier. Vous verrez le mois prochain la publication du rapport final du comité conjoint qui contiendra les RTS amendés, la proposition de RTS amendée qui va être envoyée à la Commission. Les amendements concernent la méthodologie de calcul des scénarios de performance, la présentation des scénarios de performance avec cette question qui nous occupe depuis longtemps pour les fonds, l'inclusion, en plus de scénarios qui regardent l'avenir, l'inclusion des performances passées, à l'image de ce qui se fait dans le DCI au PCVM. Également, toute une thématique autour du calcul des frais, des coûts et de présentation des frais. On va proposer, le comité conjoint va proposer que ces amendements entrent en application de manière concomitante avec la fin de l'exemption dont bénéficient les fonds au PCVM et FIA Retail, c'est-à-dire le 31 décembre 2021. Ce qui devrait laisser à la Commission un temps suffisant pour adopter ce RTS amendé. Voilà, j'en ai fini de mon tour d'horizon et je repasse la parole à Philippe. Merci Frédéric. Alors, je vais maintenant ouvrir la présentation d'un certain nombre de sujets d'actualité réglementaires nationaux, en commençant par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui a connu une actualité assez riche ces derniers mois, avec tout d'abord la fin de la transposition de la 5e directive. Donc, vous vous rappelez qu'un certain nombre d'éléments de la 5e directive, tout ce qui concernait le régime des prestations de services sur actifs numériques, avait été transposé dans la loi Pacte. Ça y est, ça revient. Et dans le cadre de l'ordonnance du 12 février 2020, on a eu à la fois le complément de transposition de la 5e directive et un certain nombre d'ajustements sur la transposition de la 4e. Quelques sujets très rapidement à noter dans ces travaux de transposition. La correction d'un trou dans la raquette avec l'assujettissement des succursales établies en France de sociétés de gestion étrangères.
L'inscription dans la partie législative du Code monétaire et financier de l'approche par les risques pour les autorités de supervision, et en particulier l'AMF. La prise en compte des relations de plus en plus digitales des établissements avec leurs clients, et en particulier l'assouplissement des règles de vérification d'identité à distance. Un certain nombre de mesures qui concernent les pays tiers, avec en particulier à relever la suppression de l'arrêté des pays tiers équivalents. Donc ça sera désormais aux établissements concernés de faire votre propre analyse en la matière. Par ailleurs, voilà, les travaux de transposition viennent renforcer ce qui constitue un des points forts du dispositif français, le registre des bénéficiaires effectifs, en facilitant et simplifiant l'accès à ce registre aux différents utilisateurs. Au niveau de la doctrine de l'AMF, l'année a été également très riche, puisque nous avons refondu l'ensemble de nos lignes directrices dans l'objectif d'apporter plus de lisibilité et une plus grande facilité d'utilisation. Je mettrai l'accent aujourd'hui sur l'introduction de développements nouveaux qui n'existaient pas dans les versions antérieures sur les diligences à l'actif des fonds, donc sur les investissements. Comme vous le savez, nous avions tenu il y a quelques années de cela de clarifier dans la loi que, au-delà des exigences des directives européennes qui portent sur l'activité de commercialisation des fonds, les sociétés de gestion étaient soumises au titre des règles LCBFT sur l'ensemble du périmètre de leur activité, et donc en particulier sur l'ensemble de leurs décisions d'investissement. Donc ce principe ayant été posé il y a quelques années, nous avons vraiment souhaité apporter un certain cadre pour accompagner les sociétés de gestion dans la mise en œuvre de leur diligence sur cette partie de l'activité qui, dans certains cas, de notre point de vue, peut présenter des risques beaucoup plus significatifs que l'activité de commercialisation. Donc en fonction des cas, on peut être beaucoup plus vigilant sur l'actif. Je souligne par ailleurs l'introduction d'une définition de client qui fait écho à la présentation que j'avais faite l'année dernière dans cette même journée sur la définition de client dans les orientations sur les facteurs de risque des ESA. Nous avons par ailleurs finalisé fin 2019 notre analyse sectorielle des risques, qui est une déclinaison sur le périmètre de compétences de l'AMF de l'analyse nationale des risques qui a été publiée par le COLB. Elle prend en compte cette analyse, donc l'ensemble des informations dont nous disposons et nos différents travaux, et nous avons fait le choix de la publier pour la rendre accessible et que vous puissiez, si vous êtes intéressé, la consulter et avoir notre vision des risques en 2019. Donc n'hésitez pas. En termes de perspectives pour l'année qui s'ouvre, évidemment, un élément incontournable et marquant de l'année sera l'évaluation de la France par le GAFI, avec en particulier une visite des évaluateurs sur place à l'été prochain. Les travaux réglementaires européens vont se poursuivre avec la révision sur les orientations sur les facteurs de risque et la première mise en œuvre des orientations sur les collèges en matière de LCBFT qui vont regrouper l'ensemble des régulateurs sectoriels compétents en matière de LCBFT, donc les autorités compétentes en matière bancaire, assurantielle, mais aussi de marché, et en particulier les autorités compétentes en matière de gestion d'actifs. L'ensemble de ces travaux seront désormais placés sous l'égide de l'EBA, puisque la revue des ESA a transféré la compétence de régulation en matière de LCBFT pour l'ensemble des trois secteurs, donc banque, assurance et marché financier, à l'EBA, au sein d'une nouvelle instance, d'un nouveau comité auquel participe l'AMF. À notre niveau, donc, en termes de doctrine, nous prévoyons de nouvelles publications au premier semestre de cette année, avec en particulier de nouvelles lignes directrices sur le gel des avoirs et une mise à jour des lignes directrices déjà publiées. Par ailleurs, nous restons fortement mobilisés sur ces thématiques et donc nous allons continuer à renforcer nos efforts en la matière. Donc je n'en dis pas plus puisque cela fera l'objet d'une présentation tout à l'heure en deuxième partie de matinée. Deuxième thématique marquante de l'actualité, les actions de supervision commune que Benoît Juvigny a évoqué en introduction, donc Common Supervisory Action, CSA en anglais. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'actions de supervision menées par les autorités nationales, les 27 autorités nationales, en étroite collaboration avec l'ESMA. Donc concrètement, on travaille ensemble sur le cadrage de ces exercices de supervision en amont pour fixer une méthodologie commune partagée. Et une fois que ces travaux sont menés et finalisés, on partage les résultats de ces travaux ensemble au niveau européen. En matière de protection de l'investisseur MIF 2, les travaux qui ont été menés en 2019 ont porté sur l'évaluation du caractère approprié et de nouveaux travaux seront menés cette année sur l'évaluation du caractère adéquat. Alors de façon un tout petit peu plus concrète, mais en étant quand même très rapide, sur les travaux 2019, comment est-ce que nous avons travaillé? Nous avons sélectionné un échantillon de sociétés, nous avons conduit des échanges dans le cadre des travaux de suivi avec ces sociétés entre le mois de mai dernier et le mois de janvier de cette année, et nous sommes actuellement en train de finaliser la synthèse finale au niveau européen. Donc il n'est pas encore acté si cette synthèse sera publique ou non,
mais en tout cas, à notre niveau, nous allons faire des retours individuels aux établissements que nous avons sollicités à travers des courriers que nous prévoyons d'envoyer d'ici la fin du mois environ. On vous a mis dans ce slide quelques exemples de bonnes et mauvaises pratiques qui ressortent de ces travaux, donc je ne vais pas avoir le temps de les balayer. Par contre, je profite de cette thématique pour élargir un peu le propos. C'est vrai que ces sujets d'évaluation du caractère approprié et adéquat, nous les avons beaucoup visités depuis 2 ans. Donc, comme vous le savez, nous en avons fait des priorités de supervision. Nous avons communiqué au moins 2 synthèses sur ces travaux et mené un certain nombre de contrôles. Je souhaitais partager avec vous le constat qu'on a le sentiment qu'il y a encore des efforts importants à faire et que maintenant, au moment où nous sommes plus de 2 ans après l'entrée en application de MIF 2, il nous semble qu'il est vraiment important de vous atteler à être parfaitement en conformité sur cette thématique qui sont des thématiques qui prennent du temps à mettre en œuvre, mais à nouveau, 2 ans après l'entrée en application de MIF, il me semble que c'est vraiment en tout cas l'argument de nécessité de prendre le temps de mettre en place un certain nombre de projets informatiques nous semble moins recevable que par le passé. Pour ce qui concerne les sociétés de gestion, il n'y a pas eu d'exercice en 2019, mais en 2020, il y aura bien un exercice sur la thématique du risque de liquidité. Alors ce thème il s'imposait de façon assez claire dans un contexte international et européen de renforcement des exigences en la matière et dans le contexte, on va dire, micro et macroéconomique de ces derniers mois. L'exercice est assez ambitieux. Il cherche à la fois apporter un éclairage sur des aspects de pure conformité, mais aussi plus largement à permettre une meilleure identification des risques de liquidité, une meilleure appréciation des dispositifs de gestion des risques de liquidité dans les différentes sociétés de gestion européennes, et plus largement à participer à ce que les instances européennes appellent la défense d'un label ou d'une marque au PCVM. À noter néanmoins que sur le cas particulier des guidelines sur les stress tests de liquidité, elles ne seront pas inclus dans le périmètre de cet exercice, puisque si elles ont déjà été publiées à l'automne dernier, elles ne sont pas encore entrées en application. De façon très rapide, l'exercice va s'articuler autour de 2 phases. La première consiste en un questionnaire qui a été envoyé à un nombre assez important de sociétés. Il a été envoyé, donc merci à tous de vous être mobilisés pour répondre dans les délais qui sont, on en est conscient, contraints à cet exercice de collecte qui est assez lourd. Ces travaux, nous sommes en plein de travaux d'analyse des résultats de ces questionnaires et donc en particulier, l'analyse de ces résultats va nous permettre de cibler nos travaux dans la 2e phase au cours de laquelle nous allons utiliser les différentes palettes des outils de supervision dont nous disposons, donc à la fois des contrôles spot, des travaux de suivi renforcés et puis des échanges à nouveau par mail. J'en viens maintenant à la question de la réglementation sur les fonds monétaires. Donc, vous savez que le règlement sur les fonds monétaires a fini d'entrer en application à la fin du mois de janvier 2019. Au premier semestre, vous et nous avons été fortement mobilisés par le gros chantier d'agrément de l'ensemble des fonds monétaires, puisque le règlement a imposé de repasser par une case d'agrément, et donc plus de 200 fonds ont été agréés. Dans la 2e partie de l'année, nous avons pu dégager davantage de temps avec nos collègues européens à essayer de définir des thématiques de réflexion et de supervision communes. Et donc le premier sujet qui a été choisi concerne la question du périmètre d'application du règlement sur les fonds monétaires, puisque vous savez que le règlement définit 2 critères alternatifs pour qualifier un fonds de fonds monétaire, mais il prévoit par ailleurs une clause de voiture-balai imposant à tous les fonds qui qui présentent des fortes similarités avec un fonds monétaire de se soumettre aux règles du règlement. Nous avons dans ce cadre mené des travaux statistiques sur les niveaux de volatilité qui étaient constatés sur les différents fonds français et sur l'ensemble des fonds qui présentaient les niveaux de volatilité les plus bas, conduit des analyses des prospectus pour essayer d'apprécier l'existence d'un risque de requalification ou non. Et nous vous enverrons dans les prochains jours des courriers lorsque nous avons eu le sentiment qu'à la lecture des prospectus, nous avions des interrogations sur le fait que le fonds soit susceptible de devoir être soumis aux obligations du règlement MMF. Enfin, sur ce sujet, donc pour rappel, l'année 2020 sera la première année de remise des reporting sur les fonds monétaires. Donc nous allons essayer de publier un guide du déclarant dans les prochaines semaines, en avance de la phase de test qui aura lieu dès le mois d'avril. Tout ça dans la perspective d'une première remise au mois d'octobre de cette année. Autre sujet notable en termes d'actualité, la question des fonds pseudoactifs, Closet Index Tracker en anglais. Je rappelle et j'insiste sur la publication d'une série de Q&A de l'ESMA au premier trimestre 2019.
Ces Q&A sont vraiment notables puisqu'ils ils marquent un changement, on va dire, d'angle de vue du sujet, puisque pendant longtemps, cette thématique a beaucoup mobilisé les superviseurs, les SMA et les acteurs autour d'une question qui était la question de l'identification des closet trackers, donc la question de qualification avec une approche très binaire, qui relevait autour de l'identification. Ces nouveaux Q&A changent le prisme d'analyse en plaçant plutôt le débat sur le terrain de la transparence, sur le niveau de proximité de la gestion avec l'indice de référence. Et donc la question est désormais beaucoup plus axée sur la question de la transparence pour le client lorsque des fonds ont mis en œuvre une stratégie qui les conduit à être proches de leur indice de référence. Donc dans le jargon européen, on parle dorénavant plus de closet hugger, donc de fonds qui embrassent leur indice de référence, qui sont très proches de leur indice de référence, et un peu moins de closet tracker. Nous avons par ailleurs mené un certain nombre de travaux de suivi à peu près au même moment, centrés autour des mêmes thématiques, et donc nous avons souhaité communiquer en 2019 sur cette thématique pour à la fois attirer votre attention sur ces Q&A qui sont importants et d'autre part partager avec vous un certain nombre de retours d'expérience sur ces travaux de suivi en vous illustrant notamment de façon concrète un certain nombre de cas de figure pour lesquels il nous semblait que des contraintes de gestion ou des modes de gestion étaient susceptibles de créer une proximité forte avec l'indice de référence qui justifiait de faire l'objet d'une communication adaptée aux investisseurs. Autre gros chantier qui nous a fortement mobilisés depuis 2 ans, la mise à jour des presque 200 textes de doctrine de l'AMF qui ont été impactés par l'entrée en application de MIF 2. Nous sommes désormais au bout de ce chantier, donc nous avons fini ces travaux de transposition et de déclinaison. Donc je ne vais pas évidemment citer les 200 textes de doctrine qui ont été revus, je me contenterai d'en citer un seul, qui est sans doute un des textes qui a le plus suscité de discussions et qui présentait des discussions particulièrement sensibles. La question de la position recommandation 2013-10 sur les incitations et rémunérations, et avec plus particulièrement une question que nous avions souhaité embarquer dans la revue de ce texte de doctrine, qui est le recours à un certain mode de rémunération dans le cadre de la gestion sous mandat, en particulier le recours à des commissions de mouvement ou le recours, ou le prélèvement de droits d'entrée dans les fonds dans lesquels les mandats sont investis. Donc il nous semblait que ces 2 modes de rémunération présentaient des risques de conflit d'intérêts particuliers. Notre expérience de supervision, à la fois de suivi et de contrôle de ces dernières années, nous a malheureusement confirmé que ces risques n'étaient pas toujours théoriques, que dans un certain nombre de cas, on avait pu constater des décisions d'investissement qui nous semblaient plus motivées par l'intérêt du prestataire que par celui du client. Et donc, il nous a semblé nécessaire de renforcer le cadre réglementaire en matière de gestion et de prévention de ces conflits d'intérêts à travers un renforcement de l'information, donc avec la mise en place dans l'information a priori d'un avertissement standardisé et apparent qui présente clairement au client l'information selon laquelle le prestataire avait choisi un mode de rémunération qui le plaçait en situation de conflit d'intérêts. Un renforcement de l'information a posteriori également avec la communication des montants de frais prélevés en provenance de ces modes de rémunération particuliers. Et par ailleurs, s'agissant des droits d'entrée, la recommandation de prélever les mêmes niveaux de frais d'entrée, le cas échéant, sur l'ensemble des produits d'une même classe d'actifs, pour ne pas introduire de potentiels biais dans la décision d'investissement, en tout cas de biais potentiels. Nous avons par ailleurs, au-delà de la communication de cette nouvelle version de la doctrine, communiqué plus largement sur le fait que nous nous réservions la possibilité à terme d'envisager une interdiction de ces modes de rémunération compte tenu des conflits d'intérêts qu'ils étaient susceptibles de susciter, à la lumière du retour d'expérience de la mise en œuvre de ces nouvelles règles, et tout en essayant d'élargir le cadre de la réflexion au-delà des mandats de gestion au contrat d'assurance vie, puisqu'il nous semble souhaitable de ne pas créer de déséquilibre trop important entre les règles applicables à ces 2 enveloppes, ce qui pourrait conduire, dans certains cas, non pas à davantage protéger les clients, mais simplement à transférer l'activité d'une enveloppe vers une autre. Alors, je crois qu'il me reste 1 minute. Je vais simplement, vraiment en quelques mots, attirer votre attention sur le règlement STS qui est entré en application en début d'année dernière. Simplement pour vous dire, d'une part, que les tout derniers textes d'application sont sur le point d'être publiés, donc on est proche de la finalisation de ces travaux réglementaires. Les textes sont déjà entrés en application.
Il concerne la plupart des dispositions concernent évidemment les producteurs de produits de titrisation, mais attention, n'oubliez pas que certains articles concernent également les investisseurs dans des produits de titrisation, et donc vous êtes sans doute nombreux à être concernés par au moins certains articles de ce règlement. Un mot également sur la finalisation du régime des organismes de financement spécialisés. Donc vous savez que c'est un nouveau FIA dans la gamme des fonds français. Voilà, on vous a mis quelques rappels sur les textes. Voilà, on est désormais depuis quelques semaines sur un cadre qui est complètement finalisé. Et donc on s'attend voilà, à avoir des échanges avec vous sur ce nouveau type de produit. Et on a déjà d'ailleurs commencé à en avoir sur de tout premiers fonds. Très bien. Voilà, je vous laisserai prendre connaissance du tout dernier slide sur SFTR voilà, dans le booklet. Merci à tous pour votre attention.